Bonjour et bienvenue à la leçon d'énergie 3, la conservation d'énergie. Après avoir regardé cette vidéo, vous devrez être capable de faire la feuille d'énergie 3. Donc, dans cette section, on va parler de la conservation d'énergie mécanique. Donc, on a mentionné lorsqu'on faisait l'unité de la chimie et peut-être dans d'autres situations que l'énergie est conservée dans l'univers et dans certaines situations si on fait certaines suppositions. Ici, on va parler uniquement de la conservation d'énergie mécanique. Et si vous vous rappelez, l'énergie mécanique, c'est l'énergie associée avec le mouvement d'un objet. Et donc, lorsqu'on parle de l'énergie mécanique, il y a effectivement deux types. Il y a l'énergie potentielle ou l'énergie mécanique potentielle et l'énergie cinétique. On va parler un peu plus de chacun de ces types d'énergie mécanique dans un instant. Mais bref, lorsque on sépare ou on observe ces deux types d'énergie mécanique ensemble, le total de ces deux types d'énergie mécanique est égal au total d'énergie mécanique dans le système, dans une situation. Et on peut écrire ces deux types d'énergie mécanique avec des symboles. On peut les représenter avec ces deux symboles. Grand de petit p pour potentiel. On représente l'énergie cinétique avec un K, juste parce qu'en anglais, le mot cinétique, c'est kinetic avec un K. Et puis ET pour total. Et on va aussi voir comment calculer avec des vrais nombres, dans les vraies situations, les différentes valeurs d'énergie potentielle et de l'énergie cinétique encore. Tout dans le contexte de ce type d'énergie, l'énergie mécanique. Pour mettre tout ça en contexte, comment nous pouvons considérer que l'énergie est conservée et qu'est-ce que ça veut dire en termes des expériences que vous allez voir ou des situations dans la vie quotidienne que vous rencontrez. L'énergie dans l'univers est conservée, c'est-à-dire toute l'énergie et la matière qui, si vous prenez des cours de physique un peu plus avancés, vous allez voir que l'énergie et de la matière sont effectivement la même chose. L'énergie peut devenir de la matière et la matière peut devenir de l'énergie. Mais bref, le total d'énergie et matière dans l'univers reste le même depuis la formation de l'univers, depuis le Big Bang, selon les meilleures théories. Mais d'habitude, on ne veut pas observer tout l'univers en même temps lorsqu'on fait une expérience ou lorsqu'on analyse de l'énergie. Donc, on choisit la partie de l'univers qu'on veut observer. Lorsqu'on veut observer une partie de l'univers, on désigne cette partie qu'on veut observer comme le système et toute autre chose qui entoure cet objet ou cette partie de l'univers comme le milieu extérieur. Donc, juste pour vous montrer ça avec une image. Donc, disons qu'on veut observer quelque chose de simple, une balle qui tombe. Donc, la balle, ça, c'est notre système. Ça, c'est la chose qu'on étudie dans l'univers. On ne veut pas observer la balle avec le reste de notre énorme univers. On s'intéresse vraiment seulement à la balle qui tombe. Et donc, ça serait notre système. Toute autre chose qui l'entoure, l'air, le plancher, moi, toi, ça fait partie de ce qu'on appelle le milieu extérieur. En anglais, the surroundings. Donc, on divise notre système ou la partie de notre univers qu'on veut observer comme le système et le milieu extérieur. Et ces deux choses sont notre univers dans un sens. Lorsqu'on observe ou on fait observe une expérience ou on effectue une expérience dans laquelle on veut observer quelque chose de spécifique. Et l'énergie, lorsqu'on parle de l'énergie, sa conservation peut soit entrer le système ou quitter le système. Si l'énergie entre le système du milieu extérieur, l'énergie augmente, on dit que l'énergie du système augmente et le changement d'énergie est plus de zéro. Ou si l'énergie quitte le système, on dit qu'il y a un changement d'énergie négatif. Et on a vu cela lorsqu'on parlait des réactions exothermiques et endothermiques dans l'unité de la chimie. Donc, c'est un peu le même concept ici. On sépare le système qu'on veut observer du milieu extérieur et on peut parler de comment l'énergie est conservée dans notre univers selon l'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc ça, c'est juste pour mettre en contexte un peu ce qu'on veut dire lorsqu'on fait une expérience qui concerne la conservation d'énergie. Et d'habitude, lorsqu'on fait un de ces systèmes, on identifie un de ces systèmes, on parle d'habitude d'un système spécifique, un système isolé. Donc, il y a trois types de systèmes généralement qu'on voit dans la nature ou dans le laboratoire. On peut parler d'un système ouvert où l'énergie et de la matière peuvent entrer et quitter le système comme elles veulent. On peut aussi parler d'un système fermé où aucune matière ne peut entrer, mais l'énergie peut entrer et sortir. Donc, ce serait un peu comme
peut-être une boîte en verre où aucune substance physique peut entrer, mais peut-être la lumière ou la chaleur peut entrer. Mais d'habitude, on s'intéresse à imaginer ou à utiliser un système isolé, c'est-à-dire où aucune matière et aucune énergie peut entrer ni sortir. Et en réalité, ces systèmes isolés sont assez rares. L'univers lui-même est un système isolé, mais comme on a dit, on ne veut pas regarder tout l'univers. Mais un système isolé est d'habitude quelque chose qu'on suppose, on fait des suppositions pour imaginer que notre système que nous observons est isolé, et ça facilite les calculs et les principes qu'on veut observer. C'est pas tout à fait non réaliste, mais d'habitude, on imagine un système isolé où rien quitte le système qu'on observe. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans cette section ici. Donc, premièrement, parlons de l'énergie potentielle de l'énergie mécanique. Et d'habitude, souvent, on appelle ça l'énergie potentielle gravitationnelle. Et on va expliquer pourquoi ici. Donc, l'énergie potentielle, on peut le représenter avec ce symbole, se définit comme étant de l'énergie emmagasinée qu'un objet possède en raison de sa position ou de sa forme. Donc, c'est l'énergie qui peut être utilisée, ça a la potentiel d'être utilisée, mais ce n'est pas en train d'être utilisé dans un sens. Et on peut calculer cette quantité d'énergie mécanique potentielle ou énergie gravitationnelle potentielle en multipliant m fois g fois h. M, ça indique la masse d'un objet, donc encore, si on pense à notre balle qui tombe, la masse de la balle, ce serait la valeur de m. Et d'habitude, on veut utiliser les unités de kilogrammes. Pourquoi? Parce qu'on préfère utiliser les unités d'énergie de joule. Et pour obtenir une valeur d'énergie en unité de joule, il faut que les unités de chacun de ces valeurs soient des unités spécifiques. Donc, pour la masse, on préfère que ça soit, en fait, ça doit être en unité de kilogrammes. Donc, disons qu'on a une balle de 2 ou 3 kg, par exemple. Je vais retourner à la valeur de G dans un instant, mais H, ça, c'est le déplacement vertical ou l'hauteur d'un objet. Donc, disons qu'on a notre balle dans la main et notre main est en hauteur de, disons, 1,5 mètre du plancher. Ça, c'est la valeur de H, 1,5 mètres. Et donc, comme on a dit que masse doit être en unité de kilogramme, H doit être en unité de mètre pour que notre valeur d'énergie soit en unité de joule à la fin. G, c'est une valeur constante. C'est une valeur de 9,81 mètres par seconde. Et ce que c'est l'accélération causée par la force gravitationnelle de la planète sur laquelle nous nous trouvons. Et d'habitude, ça, c'est la Terre. Et donc, ça, c'est l'accélération causée par la force gravitationnelle de la Terre. Donc, si nous sommes sur la surface de la Terre, et ça, c'est où nous nous trouvons d'habitude, tout objet sont accélérés vers la surface à 9,8 mètres par seconde au carré. Et les unités de mètres par seconde au carré sont un peu bizarres, et tout ce que ça veut dire, c'est le taux de changement de la vitesse. L'accélération indique le taux de changement de la vitesse. Donc, si la vitesse change 9,1 mètres par seconde, ça, c'est son accélération. Et donc, on peut simplifier la valeur de mètres par seconde en écrivant m au-dessus de s au carré. Donc, bref, la valeur de G, c'est tout simplement une constante 9,81 qu'on va utiliser pour calculer l'énergie potentielle des choses sur la Terre. Cette valeur changera si nous étions sur la Lune ou une autre planète ou quelque part d'autre dans l'univers, mais d'habitude, on s'intéresse à savoir c'est quoi notre énergie, etc. sur la Terre, parce que ça, c'est nous faisons la majorité de nos affaires. Donc, voici deux gars, ou on va dire que c'est le même gars, sur une ligne lâche ou un slackline, et donc ici, si on voulait calculer leur énergie potentielle, c'est-à-dire leur énergie emmagasinée qu'ils pouvaient changer en énergie cinétique, et on va parler de cela un peu plus aussi dans un instant, mais on peut voir que ce gars-là, à la gauche, est à une hauteur de 0,3 mètres. Ça, c'est son hauteur, la valeur de H. Et le gars à la droite est à une hauteur de 1000 mètres. Donc, je pense que ça, c'est le plus haut slackline jamais fait quand cette photo a été prise. En tout cas. Donc, si on voulait calculer l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle mécanique, si on veut, de chacun de ces gars, dans chacune de ces situations, on prendrait notre formule ici, qui était mentionnée à la dernière image,
on remplacerait chacun de ces valeurs, ces variables, par des valeurs numériques. Et disons ici que la masse de l'homme est 100 kg. Donc, n'oubliez pas, on veut les unités de kilogrammes. On insère notre valeur de G, 9,81 mètres par seconde au carré, et puis la valeur de notre hauteur en mètres. Et tout simplement, on multiplie les valeurs numériques. 100 fois 9,81 fois 0,3. Ça, c'est l'énergie potentielle de ce gars-là. Donc, penses-tu que ce gars-là, le même gars, donc avec la même masse, est-ce qu'il aurait plus d'énergie potentielle à la droite qu'à la gauche ou vice-versa? Évidemment, si vous regardez la formule, la valeur de H serait beaucoup plus grande à la droite ici. Donc, si on insère nos valeurs et on calcule l'énergie potentielle, on insère notre masse de 100 kg, valeur de G 9,81 et le 100 mètres, ça nous donne une valeur d'énergie de 981 000 joules. Et donc, évidemment, son hauteur est beaucoup grande, donc il possède beaucoup plus d'énergie potentielle. Donc, si les deux hommes dans l'image ont de la même masse, l'homme à la gauche possède moins d'énergie potentielle que l'homme à la droite. Et donc, ça, c'est comment calculer l'énergie potentielle. Et juste un petit rappel, si on n'est pas donné les unités en kilogrammes pour la masse ou mètres pour l'hauteur, il faut faire des petites conversions d'unités. Et donc, si on regarde un exemple de cela, on est demandé combien d'énergie potentielle est possédée par un homme de 190 livres au sommet des falaises de Moher en Irlande, qui ont une hauteur de 0,217 km. Donc là, nous sommes donnés des unités de livres et kilomètres. Avant de faire notre calcul dans notre équation pour l'énergie potentielle, il faut premièrement convertir les unités de livres en kilogrammes et les unités de kilomètres en mètres. Donc, ça, c'est quelque chose d'habitude qui est couvert dans la classe de mathématiques 10. Je vais juste vous donner une petite révision de comment le faire ici. On ne va pas aller trop en détail parce que ça, c'est une discussion qui prendrait un peu trop longtemps pour couvrir tous les détails. Mais voici bref comment le faire. On prend notre valeur initiale pour, disons, la masse. On veut changer ça en kilogrammes. On multiplie notre valeur de 190 livres par ce qui s'appelle un facteur de conversion. Donc, il y a 1 kg par chaque 2,2 livres. Et donc, on multiplie cette valeur par cette fraction. Et en faisant cela, on effectivement le multiplie fois 1. Parce que 1 kg et 2,2 livres sont la même masse. Et donc, c'est effectivement la même chose que multiplier 190 fois 1. Parce que n'importe quoi divisé par la même chose est égal à 1. Même si les valeurs numériques sont différentes, les unités sont rend ces deux valeurs la même valeur. Et donc, on fait la multiplication et on voit que les unités de livres s'annulent. Et puis, on finit avec une valeur de 86,3 kg. Et puis, on fait la même chose avec l'hauteur. On prend notre valeur de 0,217 km. Et puis, on le multiplie fois 1000 mètres par 1 km. Et puis, ça nous donne une valeur de 217 mètres. Et donc, on entre nos valeurs pour les valeurs de M, G et H. Les voilà. La valeur de M qu'on a calculée en unité de kilo et la valeur de H qu'on a calculée en unité de mètre. Et on les a dans la calculatrice. Et ça nous donne 183 712,9 joules. Il y a d'autres formes d'énergie potentielle. Et donc, juste pour identifier quelques-uns, on peut parler de l'énergie potentielle élastique, qui est causé par la déformation d'un arc ou peut-être un ressort et qui peut emmagasiner l'énergie sans l'utiliser. C'est l'énergie potentielle quand même, mais une autre forme. On peut aussi parler de l'énergie électrique potentielle ou l'énergie chimique potentielle. Ça, c'est l'énergie emmagasinée dans les liaisons chimiques entre atomes, donc entre les électrons partagés entre les atomes dans un composé, par exemple. Et cette énergie dans le méthane, ça, c'est la molécule de CH4. Lorsqu'on brûle cette molécule ou une autre molécule, par exemple, ça relâche cette énergie en forme du feu, donc la chaleur et de la lumière. Et on peut aussi parler de l'énergie nucléaire potentielle, donc l'énergie emmagasinée dans les protons et les neutrons d'un noyau d'un atome. Et on a vu cela dans l'unité de la radioactivité. Mais effectivement, dans nos calculs cette année et les situations qu'on va voir dans cette unité, on va parler uniquement de l'énergie potentielle mécanique ou gravitationnelle. Et donc, l'autre type d'énergie mécanique qu'on a mentionné au commencement de la vidéo, c'est l'énergie cinétique. Donc, c'est une forme d'énergie mécanique où quelque chose est vraiment en train de se déplacer. Ça se définit comme étant l'énergie que possède un corps en raison de son mouvement. Et, comme l'énergie potentielle, on peut calculer l'énergie cinétique avec cette formule ici.
Et m encore, c'est égal à la masse. V, c'est égal à la vitesse. Et comme masse devrait être en unité de kilogramme, vitesse devrait être en unité de mètre par seconde pour avoir une valeur d'énergie en unité de joule. Donc, la quantité d'énergie cinétique qu'un objet possède dépend donc de deux facteurs. La masse de l'objet et la vitesse de l'objet. On peut voir cela en regardant la formule. Donc, regardons deux coureurs olympiques. On va parler de Justin Gatlin, vu ici, et juste à côté, c'est Usain Bolt. Donc, ça, c'est des Jeux de Londres en 2012. Donc, on peut faire quelques suppositions juste pour faciliter nos calculs si on voulait calculer l'énergie cinétique de ces deux gars. Donc, si on commence avec Justin Gatlin, on doit savoir sa masse. Et donc, j'ai regardé la masse de Justin Gatlin. C'est environ 79 kg. Et on va imaginer que lorsqu'il arrive à la ligne d'arrivée, la vitesse de Justin Gatlin et de Usain Bolt c'est environ 10 mètres par seconde. C'est pas exactement correct, mais on va imaginer, juste pour faciliter les choses. Évidemment, lors d'une course, leur vitesse change lorsqu'ils accélèrent au commencement, etc. Mais on va simplifier des choses et dire que leur vitesse est 10 mètres par seconde. OK, donc on entre ces valeurs numériques dans notre équation pour M et pour V. Et puis, tout simplement, on fait les calculs. Donc, 1,5 fois 79 fois 10 exposant 2. Ça nous donne 3950. Et donc, n'oubliez pas, quand vous entrez ces valeurs dans la calculatrice, de suivre les règles de PEDMAS. Donc, on fait les exposants en premier et puis les multiplications. Et donc, si on fait le même calcul pour Usain Bolt, qui est un peu plus grand et donc a une plus grande masse que Justin Gatlin, pensez-vous que son énergie cinétique va être plus grande ou plus petite? Bon, donc, ça va être probablement plus grand. Parce que s'ils vont à la même vitesse, mais la seule différence, c'est que Usain Bolt a une plus grande masse. On fait le même calcul, on entre nos valeurs numériques pour M et V, et ça nous donne une plus grande valeur d'énergie. Donc, en termes d'énergie cinétique, Usain Bolt possède plus que Justin Gatlin lors d'une course, une sprint de 100 mètres. Et encore, faites attention aux unités. Pour faire des calculs et obtenir l'énergie en unités de joule, il faut premièrement avoir les unités de mètres par seconde pour la vitesse et kilogrammes pour la masse. Et donc, voici une conversion d'unités un peu plus compliquée. Je vais juste montrer la réponse et sans aller en trop de détails. Quelle est l'énergie cinétique d'une voiture de 1000 kg roulant à une vitesse de 108 km à l'heure? Donc là, on a les bonnes unités de masse, mais il faut convertir les unités de kilomètres à l'heure à mètres par seconde. Donc, c'est un peu plus compliqué. Si vous ne suivez pas les maths qui vont avoir lieu ici, c'est pas la fin du monde. Je peux te l'expliquer dans une autre vidéo ou individuellement. Donc, on veut trouver le nombre de mètres par seconde que représente cette valeur ici. Donc, on commence avec notre valeur de 108 km par heure. On veut changer kilomètre à mètre et heure à seconde. Donc, on multiplie par la facteur de conversion pour mètre, kilogramme, mètre et kilomètre, excuse. Cela fait annuler les unités de kilomètre. Donc, nous avons mètre en haut. Puis, on multiplie fois 1 heure par 60 minutes. Ça annule les unités de heure. Puis, on multiplie fois 1 seconde par 1 minute par 60 secondes. Ça annule les unités de minutes. Et on finit avec une valeur de 30 mètres par seconde. Lorsqu'on a nos valeurs de vitesse et notre valeur de masse, on les entre tout simplement dans notre formule et ça nous donne une énergie de 450 000 joules. Et donc, ça, c'est comment on calcule les valeurs d'énergie cinétique et l'énergie potentielle pour l'énergie mécanique. Mais juste pour voir le concept de comment un peut changer à l'autre, voici quelques suppositions et quelque chose qui se passe lorsqu'on observe un objet qui se déplace, par exemple. Donc, on dit que l'énergie totale d'un système est conservée et d'un système isolé. Donc, n'oubliez pas, un système isolé, aucune énergie et aucune matière entre ni sort de ce système. Donc, on imagine une situation où la seule forme d'énergie présente est l'énergie mécanique. L'énergie totale est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, comme on a vu à la première image de cette leçon. Et donc, si on imagine une balle qui tombe, disons d'une hauteur de 7 mètres, au commencement, avant que ça tombe, 100% de son énergie mécanique est l'énergie potentielle. Et donc, l'énergie totale de la balle va rester la même lorsque ça tombe. On imagine que notre balle, ça c'est notre système, et la seule forme d'énergie présente, c'est l'énergie mécanique. Donc, les seules formes d'énergie mécanique qui existent,
qu'on discute ici, c'est l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Et donc, lorsque la balle tombe, toute son énergie potentielle qu'il possède en eau à cause de son hauteur va être convertie en énergie cinétique. Et juste avant que ça frappe la Terre, ça va être tout à fait changé en énergie cinétique. Et donc, ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on parle d'un objet qui peut se déplacer ou qui se déplace. Son énergie potentielle et cinétique, les proportions de chacun changent. Et donc, lorsque ça tombe, à environ le milieu de sa chute, c'est environ moitié-moitié, parce que ça gagne de la vitesse. Et donc, son énergie cinétique commence à augmenter. Et juste avant que ça frappe la Terre, toute son énergie potentielle était convertie en énergie cinétique. Je vais vous montrer ça dans une petite vidéo. Donc, si on imagine une roche qui tombe, tu peux voir au commencement de sa chute, c'était 100% énergie potentielle. Mais lorsque ça tombe, son énergie potentielle diminue et son énergie cinétique, ou kinetic energy en anglais, ça commence à augmenter. Mais la totale d'énergie mécanique, potentielle plus cinétique, reste la même. Et donc, lorsque ça tombe, ça devient de plus en plus l'énergie cinétique et de moins en moins l'énergie potentielle. Mais l'énergie totale est conservée. La somme d'énergie potentielle et énergie cinétique reste la même lorsque un est converti à l'autre. Et on peut observer le même phénomène chez un ressort, et donc l'énergie cinétique et potentielle qui se transforme d'une à l'autre. Et on peut aussi l'observer dans une pendule qui se penche d'un côté à l'autre. Et donc, lorsque c'est au plus bas point de son trajectoire, son énergie cinétique est à un maximum. Mais lorsque ça remonte à une plus grande hauteur et arrête de bouger juste pour un instant, son énergie potentielle va être à un maximum. Et puis lorsque ça commence à retomber, cette énergie potentielle est encore changée en énergie cinétique et vice-versa. Et donc ça, c'était des extraits de la vidéo Conservation of Energy, Free Fall Springs and Pendulums de Professor Dave. Je peux mettre un lien pour cela sur mon site web. Et ça, c'est une deuxième bonne animation ou simulation fait par PAHT. C'est un Kinetic Energy Skatepark. Et puis, je vous encourage à aller regarder ça aussi. Vous pouvez voir comment l'énergie cinétique et potentielle change selon la position d'une plancheuse à roulettes. Un skater qui monte et descend d'une piste. Et donc, l'énergie totale du système est conservée. Mais, encore, j'ai mentionné au commencement qu'on fait certaines suppositions pour faciliter les maths et simplifier la situation. Et ces suppositions ne sont pas trop non réalistes, et ça, c'est pourquoi on peut les faire, effectivement. Donc, si on imagine encore notre balle qui tombe, on va ignorer la traînée, donc en anglais air friction, on va ignorer la force de l'air qui pousse contre la balle et la ralentit. On va aussi ignorer d'autres formes d'énergie, donc le son, la lumière, etc. Et en réalité, ces autres formes sont assez négligibles dans cette situation, une balle qui tombe. La grande forme d'énergie, qui est effectivement la seule forme d'énergie présente, c'est l'énergie mécanique, soit potentielle ou cinétique. Et finalement, on imagine un système isolé. Donc, juste pour un peu résumer toutes ces autres suppositions, on imagine que notre balle, le système, aucune énergie ni matière peut être ajoutée ou enlevée de notre balle. Ça peut seulement être conservé et la forme d'énergie mécanique peut seulement changer de type, de cinétique à potentiel ou vice-versa. Et donc, lorsque la balle tombe ici, dans notre exemple, au commencement de sa chute, on peut calculer l'énergie totale ou l'énergie potentielle ou l'énergie cinétique à cette position. Et donc, avant que ça commence à tomber, sa vitesse est zéro et donc l'énergie cinétique est aussi zéro. Et donc, 100% de son énergie est l'énergie potentielle, ce qu'on peut calculer selon la formule m fois g fois h. Et donc, si on connaît la masse de la balle et son hauteur, qui est 7 mètres, on peut calculer son énergie potentielle, ce qui, à ce moment, est la même que l'énergie totale de la balle. Lorsque ça continue sa chute, au plein milieu de sa chute, là, son énergie a été convertie partiellement en énergie cinétique. Donc, toujours la totale d'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est égal à l'énergie totale qu'on vient de calculer à la position 1 ici.
mais une portion aurait changé en énergie cinétique. Et donc, on pourrait utiliser nos formules pour l'énergie potentielle et l'énergie cinétique et encore calculer la valeur de chacun. Mais si on les ajoute ensemble, ça nous donne encore la même énergie totale parce que l'énergie totale est conservée. C'est un système isolé. Et lorsque la balle continue sa chute, juste avant de frapper le plancher, toute son énergie potentielle qu'il avait au commencement aurait été convertie en énergie cinétique. Encore, l'énergie totale reste la même, mais la balle aurait zéro énergie potentielle parce que son hauteur serait effectivement zéro. Et donc, sa seule forme d'énergie présente serait l'énergie cinétique. Et on peut le calculer avec notre formule 1/2 fois m fois v au carré. Et comme avant, son énergie totale est la même. Et donc, si on regarde quelques exemples de cela, numéro 1, quel type d'énergie est possédé par le chariot à la position C s'il ne se déplace pas? Donc, dans cette situation, on connaît son hauteur, on connaît la masse, et donc il s'agit tout simplement d'entrer ces valeurs dans la formule, si on voulait le calculer, mais c'est 100% énergie potentielle à ce moment s'il ne se déplace pas, si le chariot est immobile. Et encore, si on voulait le calculer, on identifie les valeurs qu'on connaît pour M, G, H. On trouve l'énergie potentielle, donc on les entre dans notre formule et on arrive à 29 430 joules. Quel type d'énergie est possédé par le chariot à la position B après être descendu de la position C? Donc, toute l'énergie potentielle qu'il possédait en eau aurait été convertie ou va être convertie en énergie cinétique lorsque ça arrive à la position B. Et donc ici, on peut utiliser la formule de énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc encore, toute son énergie à la position B serait l'énergie cinétique. Et donc, on peut utiliser cette formule pour calculer l'énergie cinétique à cette position parce qu'on a déjà calculé son énergie totale en eau. Il s'agit tout simplement d'entrer ou de réorganiser l'équation. Et donc, l'énergie totale au fond de sa chute, sa descente, serait égale à l'énergie potentielle que ça possédait en eau. Et donc, aussi 29 430 joules. Et si vous voulez arrêter la vidéo et juste essayer ces questions vous-même, et on peut vérifier comment vous comprenez ces concepts. Donc, numéro 1, à quelle position l'énergie potentielle est-elle la plus grande entre A, B, C et D? Évidemment, c'est C, parce que c'est là où son hauteur est la plus grande et donc la valeur de EP, énergie potentielle, serait la plus grande. La masse reste la même et donc, pour numéro 1, c'est C. Si on imaginait que le chariot passait de D à A, quelle position l'énergie cinétique est-elle la plus grande? C'est-à-dire si ça passe de la droite à la gauche. Donc là, ce serait probablement à la position la plus basse où le chariot aurait gagné le plus de vitesse. Donc, ça serait probablement la position B. Qu'est-ce qui arrive lorsque le chariot passe de la position C à la position B? Donc, lorsque son énergie potentielle qu'il possède en eau ici diminue et ça serait converti en énergie cinétique. Donc, la vitesse du chariot augmente et l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, surtout lorsque ça descend de la pente ici. Qu'est-ce qui arrive lorsque le chariot passe de la position D à la position C? Encore, ça passe d'une position avec une grande hauteur à une position moins haute. Donc, son énergie potentielle va diminuer, mais ce n'est pas à une position à D où son hauteur est 0. Donc, ça posséderait quand même une portion d'énergie potentielle à la position D, mais moins qu'avant. Une portion de son énergie potentielle aurait été convertie en énergie cinétique. Et juste pour récapituler, l'énergie potentielle gravitationnelle peut être calculée avec la formule E égale masse fois G fois hauteur. L'énergie cinétique aussi peut être calculée avec cette formule, 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Et n'oubliez pas, lorsqu'on veut obtenir des unités d'énergie en unités de joules, il faut que la masse soit en unité de kilogramme, la hauteur doit être en unité de mètre et la vitesse doit être en unité de mètre par seconde. Et lorsqu'on fait ces calculs pour l'énergie mécanique,
on fait quelques suppositions que c'est un système isolé où aucune masse ni énergie peut entrer notre système, notre objet ou notre chose qui bouge. Seulement l'énergie mécanique est impliquée, ce qui n'est pas une supposition trop non réaliste. C'est assez vrai dans plusieurs situations, surtout les situations qu'on va voir dans cette unité. Il n'y a pas de frottement, ni traînée, ni autre force qui agit avec la balle, sauf la gravité, effectivement. Et donc, on peut utiliser les formules ici pour calculer de diverses variables selon la situation. Et donc, vous devrez être capable de faire la feuille d'énergie 3. Et donc, c'est beaucoup de faits, beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Bonne chance. Merci.